Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, comme vous pouvez le constater, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas puisque j'ai retrouvé une voix normale, enfin quasi normale, ainsi qu'un... Bref, aujourd'hui, une critique, ce sera confrontation, ainsi que temps perdu rétro magique, et puis des news, et oui, des news nouvelles, et des news quoi. Depuis que la NASA a décommissionné sa navette spatiale, elle n'a plus de moyens d'atteindre la Station spatiale internationale. L'agence américaine a choisi de miser sur le développement du vol spatial commercial et c'est l'entreprise SpaceX qui a été retenue pour les premiers essais. Le module Dragon de SpaceX va s'envoler le 30 avril pour un vol avec une tentative d'amarrage à la SSI. Il sera porté par la fusée Falcon 9 de la même société. Si tout va bien pour Dragon, il sera amarré à la SSI pendant 18 jours puis redescendra sur Terre. Takes a giant leap. We have finally put our differences behind us and we work together towards a common goal. Today, we unite as we take our first steps on a much greater journey. For millennia, mankind has dreamt of the moon. Today, two heroes will fulfill that dream. Not as enemies, but as brothers, they will set out on a journey that will usher in a new and brighter future. Today, we as one people rejoice as two former adversaries unite with the world to realize the dreams of an entire species. Today, we land on the moon. What? Peace is over? Good! That was the worst 5 minutes of my life. Back to the war! On reste de la thématique fusée avec le TPS gratuit et jouable en ligne Battlefield Heroes. Le jeu bénéficiera en effet d'une mise à jour lunaire dans un esprit toujours aussi frais et cartoon, parfaitement retranscrit dans cette hilarante bande-annonce. Sur la nouvelle carte Alunissage, vous pourrez désormais exécuter des sauts monstrueux pour littéralement fondre sur vos adversaires. La notion de cover system en prend un sérieux coup sur le cratère, puisqu'il suffit désormais de bondir tel l'astronaute moyen pour débusquer n'importe quel petit campeur. On aura également accès à de nouvelles combinaisons et à des packs spéciaux destinés aux deux factions du jeu, sans oublier des armes adaptées à ce nouvel environnement comme la frappe stellaire ou le laser Omega. Contrairement aux apparences, Dyad n'est pas un jeu musical à la Guitar Hero, ni un shoot rythmique à la Child of Eden. Mais contrairement à la plupart des jeux s'articulant autour de la notion de rythme, ce titre indé ne s'appuie pas sur des partitions musicales préexistantes, puisque c'est vous qui créez entièrement la musique jouée en fonction de vos actions et de vos interactions. Designé et développé par Sean McGrath depuis maintenant un bon bout de temps, Dyad est un projet de longue haleine qui fut un temps présenté comme un jeu de course abstrait. Sauf que désormais, les épreuves typées course ne constitueraient qu'une petite partie du jeu, composée de 27 niveaux aux objectifs divers, puzzles, survie, etc. Très concept et visuellement assez proche d'un Space Giraffe ou d'autres productions hallucinogènes du mythique Jeff Minter, Dyad semble laisser une grande part de son gameplay entre les mains des joueurs pour finalement laisser le loisir à tout un chacun de s'approprier le jeu et d'en faire une expérience toute personnelle. Même si le menu du jeu pourrait se jouer comme un instrument de musique. Dyad devrait être téléchargeable sur PS3 cet été.
Bon, c'est là que je suis un petit peu embêté, hein, mes petites geekettes et mes petits geeks, parce que je vais vous réclamer comme ça de but en blanc toute votre attention, mais c'est vraiment très important parce que la critique qui va suivre ne portera ni sur l'allusion ni sur l'analogie, encore moins sur la comparaison, la connexion, la dépendance, l'induction, la parenté, le rapprochement, la ressemblance, ni la similitude, et encore moins la similarité, mais bien sur la confrontation. En 1996, l'éditeur Rackham crée un jeu de figurines, similaire par exemple à Warhammer. Il s'agissait de Confrontation. Confrontation proposait de simuler des affrontements sur un plateau armé d'1 mètre, de cartes et de dés à 6 faces. Alors que la société Rackham a déposé le bilan en 2010, le développeur Cyanide revient sur cette licence pour en proposer l'adaptation en jeu vidéo. La guerre fait rage sur le monde d'Arklash. L'histoire de Confrontation se déroule dans l'univers d'Arklash, un monde de fantasy où prennent place plusieurs jeux de Rackham. Arklash regroupe plusieurs peuples et factions, et le jeu en intègre 4. Les Griffons d'Akilani, les alchimistes de Dirs du Scorpion, les orques de Branokor du Chacal, ou encore les loups enfants d'Ilia. Sered, le seigneur des Templiers du Griffon, vient de confier une mission capitale à Darius, son meilleur officier. L'histoire commence alors que le Griffon est en train de faiblir sous les attaques des créatures chimériques des alchimistes de Dirs. Darius, un officier émérite de l'armée d'Akilani, est chargé d'enquêter avec une équipe dans les laboratoires du Scorpion pour découvrir le secret des créatures hybrides produites par les alchimistes et qui ravagent son peuple. Au fur et à mesure de l'aventure, le joueur va rassembler plusieurs champions, ce qui va lui permettre de sélectionner la composition de son équipe pour les différents chapitres de l'aventure. Oui. Le gameplay de Confrontation rappelle furieusement celui de la série des Baldur's Gate. Le jeu prend place en vue du dessus, le joueur commande une escouade et il peut à tout moment faire une pause dans l'action pour assigner une suite de commandes à ses unités. Chaque personnage dispose de points de vie et d'une ressource particulière, comme l'endurance ou la foi, ainsi que de capacités spécifiques consommant cette ressource. Les capacités sont des classiques du genre du combat en équipe. Elles permettent de provoquer une cible, d'améliorer l'armure des unités alliées ou encore d'immobiliser un adversaire. Mais toutes les capacités à air d'effet prennent place dans une zone circulaire, ce qui demandera au joueur d'apporter un soin tout particulier au positionnement de son équipe et de ses ennemis. Dans l'escouade de départ, le joueur contrôle Darius, un officier capable d'encaisser les coups des ennemis, Lanouis, un éclaireur furtif polyvalent, Lothaïr, un inquisiteur concentré sur les dégâts, et Zélia, une pyromancienne capable de contrôle de foule autant que d'attaque de feu. Chaque personnage de l'escouade possède 2 sets d'armement, et le joueur peut leur en faire changer pour s'adapter à différentes situations. Lanouis, par exemple, se bat normalement avec 2 épées, ce qui lui demande d'être au corps à corps. Son arme alternative est le pistolet, permettant de le placer plus loin de l'affrontement. Il possède une capacité de lourds dégâts utilisable seulement avec ses épées, et son soin de zone lui demandera de rester proche de ses camarades pour être efficace. Mais dans les petits couloirs des laboratoires du Scorpion, il sera beaucoup plus efficace à distance, car il n'y a souvent pas la place d'avoir 3 personnages au corps à corps. L'escouade du joueur prendra bien sûr de l'expérience au fur et à mesure des affrontements, permettant d'augmenter leurs statistiques et compétences. Oui. Il n'y a pas d'armes et d'armure disponibles dans Confrontation, mais des points d'upgrade et des glyphes peuvent être trouvés lors de l'aventure. Ces points et ces glyphes permettront d'augmenter certaines caractéristiques des personnages, et le jeu demandera de faire des choix. Pour Darius par exemple, on aura l'opportunité d'augmenter au palier du niveau 5, soit la constitution, soit les dégâts physiques, mais pas les deux. C'est ainsi que le joueur spécialisera vraiment son équipe. Dans les donjons, l'escouade sera susceptible de trouver des bandages, que le joueur pourra leur demander d'utiliser pendant les combats. Un personnage tombé à terre peut aussi être relevé si l'on agit vite, mais il aura une pénalité d'expérience jusqu'à croiser un hôtel sacré. Confrontation propose également un mode multijoueur en ligne, permettant d'affronter les joueurs en escarmouche d'escouade. Ici, plus de pause possible. Il faudra donc tendre des pièges à son adversaire et gérer au plus vite sa sélection de personnages pour l'emporter. Oui. Confrontation est plutôt une bonne surprise de la part de Cyanide. Ce n'est pas le jeu du siècle certes, et ce n'est pas non plus une super production. Graphiquement, le jeu ne casse pas des briques. Mais il semble avoir été conçu dans le respect de l'œuvre originelle et avec soin. On regrette pas mal de petits défauts comme le moteur de déplacement des personnages qui s'en mêle souvent les pédales.
La sélection d'une capacité spéciale ne peut pas être annulée par la touche échappe, ce qui est vite ennuyeux dans le feu de l'action. La touche pause est vraiment obligatoire. Il est aussi assez difficile de savoir qui attaque qui, et ses défauts rendent le jeu un peu frustrant. Enfin, le mode multi est intriguant mais ne va finalement pas très loin. On trouve des petits bonus originaux comme l'éditeur d'armée permettant de peindre virtuellement les figurines. Les voix françaises sont généralement de bonne facture, ce qui est plutôt agréable, mais certaines détonnent parfois. Le gros atout du jeu est sa campagne solo, mais malheureusement, elle souffre du syndrome de la répétition. Les environnements reviennent souvent et surtout, les combats suivent toujours le même modèle. Confrontation possède quand même une ambiance particulière et les curieux y trouveront de quoi passer beaucoup de temps. Je suis né pour servir. Oui, je sais, la critique elle était bien, mais ne me remerciez pas, je n'y suis pour rien. Par contre, je voudrais quand même prendre un petit peu de temps, qui ne sera pas bien évidemment du temps perdu, pour remercier toutes les geeks, toutes les geekettes et toutes les célébrités ou les moins célèbres qui m'ont soutenu, qui m'ont dit un petit mot gentil pour m'aider après, vous savez, là, l'émission où on pose des questions à des gens hein, sur une chaîne de la télé, qui n'est pas de live bien entendu. Et donc je vous remercie vraiment à tous parce que ça m'a quand même beaucoup aidé. C'est vrai que je me sentais quand même assez mal, ridicule. Bon, je me le sens encore, mais peut-être que bientôt, grâce à vous, je serai capable de regarder enfin l'émission. Voilà. Puis en attendant, on regarde Temps perdu. Voilà, Merci à tous. Merci. Bonjour, vous venez de perdre votre principale source de revenus comme plein de gens depuis quelque temps. Mais alors pourquoi faire des heures supplémentaires devant la télé qu'ils vont venir vous prendre? Et bienvenue dans Temps perdu. Il y a des jours comme ça où plus rien ne va, où on se dit que la vie ne vaut pas le coup d'être vécue, même si elle l'est, hein, mais bon, on se prend la tête comme ça et on dit n'importe quoi. Bref, des moments où on se carre le crâne entre nos deux pognes et on n'arrive plus à réfléchir qu'à autre chose que nos soucis du quotidien pas drôles. Et à force, souvent, on pète une durite. Un peu comme notre ami Lapinou de Cabbage Maniac. Il était sans doute tranquillement installé devant sa télévision lorsque tout à coup, paf, par inadvertance, il regarde l'état de ses comptes et clac, durite. Alors du coup, il n'a plus toute sa tête et il commence à délaisser les carottes pour des choux et croyez-moi, ça nous fait un beau lapin psychotique. D'autres auront des réactions plus saines, comme des envies de destruction massive, parce qu'après tout, on ne voit pas pourquoi on serait le seul sur cette planète à souffrir de maux de tête, de rage de dents, et que la fin dans le monde, ça va venir 2 secondes. Donc, ils se mettent en tête que ratiboiser la race humaine leur ferait le plus grand bien, et ils grimpent dans un tripode façon la guerre des mondes pour laseriser tout ce qui leur passera sous la patte. Mais bon, en même temps, ils font ça avec classe, hein. Faut que ce soit joli, avec des effets trop bien, des animations qui tabassent, des scrollings que je sais même pas si c'est différentiel, et c'est cool et tout le tremblement. Et quand on tue plein de gens comme ça, les mêmes plein de gens, ils disent que vous êtes vilain. Il y en a même qui disent super vilain. Demandez à la Flanders, vous verrez bien. Et du coup, les super pavos, ils sont tellement vexés qu'ils décident de carrément la faire sauter, la planète. Et après, ils sont plus. Comme dans Super Villainy de Rob Almighty d'ailleurs. Alors pour tuer le temps, ils s'entretuent. Et pour ça, ils voltigent dans tous les sens, atomisent des hordes de sbires, ramassent des sous, upgrade leur arsenal et retournent se taper dessus à l'engrenage. Mais bon, moi, quand j'ai la tête remplie de trucs pas drôles comme ça, quand j'ai vraiment la quinte, quand je ne sais plus quoi faire de ma peau, en fait, j'ai envie de partir ailleurs. Me réfugier dans un petit endroit, moi, où mes idées noires ne pourront plus m'atteindre. Un nouveau monde, quoi. Un peu comme celui du développeur Louis C. Ici, c'est cool. D'abord, on peut changer le climat d'une zone en la faisant s'élever ou en la faisant s'affaisser. Ensuite, on plante des graines et en fonction de la température et de la fertilité du sol, on obtiendra des arbres. Après, on balance des œufs qui deviennent des bestioles et si l'habitat leur convient, ils évolueront. À vous donc de construire le meilleur des mondes en journée. Parce que le soir, il y a des monstres. Et les monstres, ils sont pas gentils, alors on s'équipe à l'armurerie, on commence à dézinguer tout ce qui bouge, et c'est cool parce que ça défoule. Mais après, c'est de nouveau le jour. Et on ne sait plus du tout ce qu'on a fait la veille, et s'il nous faut des renards ou des dragons, sachant qu'il y a des bestioles qui se mangent entre elles et que les arbres ils peuvent mourir,
Bon, alors on recommence un peu tout et on perd du temps, plein de temps. Surtout que lorsqu'on a fini une mission, on peut continuer en mode survival et on se dit que ça tombe finalement pas si mal, vu qu'il faut quand même ne pas oublier que... pour gagner plus, jouer plus. Bon, je suis désolé mes petites geekettes et mes petits geeks, hein. C'est vrai que ce 100% finalement sera placé sous le signe de la gêne et puis du mal-être, hein, voire du malaise. Parce que c'est vrai que pour Retro Magic sur Privateer, j'avais trouvé une super vanne qui aurait bien fait rigoler Julien Pirou, mais c'était une private joke, comme on dit. Et donc le petit stagiaire anglais, il est arrivé et puis il m'a dit « Oh no private here ». Alors bah tant pis, faudra trouver autre chose pour Retro et Magique. Précédent Retro & Magic, nous avions présenté la série des Wing Commander, simulateurs de combats spatiaux développés par Origin Systems et brouillant la frontière entre jeux vidéo et films interactifs. Ce grand classique du jeu vidéo de science-fiction a également eu droit à une série spin-off, Privateer. Privateer a été conçu par Erin Roberts, le frère de Chris Roberts, créateur de Wing Commander. C'est pour cela que même si les deux jeux contiennent de nombreuses similitudes, la philosophie de leur game design est assez différente. Wing Commander se focalisant davantage sur l'émotion et Privateer sur la simulation. Privateer se déroule dans le même univers que la série Wing Commander, et plus particulièrement dans le secteur Gemini. On retrouve donc les factions emblématiques de la série mère, en particulier la Confédération et les Kilrathi. Mais comme son nom l'indique, Privateer place le joueur dans la peau d'un pilote indépendant, qui pourra choisir de se faire marchand, mercenaire ou même pirate de l'espace. Le joueur devra entretenir son ou ses vaisseaux, transporter des cargaisons et apprendre à se défendre dans le vide sidéral. Privateer offre une grande liberté aux joueurs. Même si le jeu reste plus restreint qu'Elite par exemple, l'espace à explorer est vaste et les possibilités de carrière nombreuses. L'une des grandes réussites du jeu est son système de factions. Les vaisseaux rencontrés peuvent en effet appartenir à l'une des 7 factions du secteur Gemini. Outre la Confédération terrienne et les Kilrathi, le joueur pourra croiser des personnages appartenant à la guilde marchande, aux chasseurs de primes, aux rétros, des fanatiques religieux rejetant toute technologie, aux pirates de l'espace ou encore à la milice, la police locale. Si le joueur le désire, il pourra choisir de suivre le scénario du jeu, qui le mettra aux prises avec un mystérieux drone construit par une ancienne race, les Stealtech. Réveillé accidentellement, le drone parcourt le secteur Gemini en détruisant tout sur son passage. Ce sera au joueur de trouver comment le mettre hors d'état de nuire, tout en gardant son business à flot. En 1994, Privateer recevra une extension, Righteous Fire, dans laquelle le joueur devra faire face à un complot ourdi par les rétros et leurs alliés Kilrathi. En 1996, Origin réalise The Darkening, la suite de Privateer. Comme les jeux Wing Commander de l'époque, The Darkening a marqué les esprits pour ses scènes cinématiques mettant en scène de vrais acteurs. On ne peut pas rester en hypersonique et nous sommes trop gros pour le rayon tracteur. On ne peut qu'être impressionné par le casting de rêve rassemblé par Origin. Outre Clive Owen dans le rôle du héros, on notera la présence de Christopher Walken, John Hurt, Mathilda May, Brian Blessed, ainsi que David Warner et Jürgen Prochnow, qui auront l'honneur douteux de participer par la suite à l'adaptation cinématographique de Wing Commander, mais ceci est une autre histoire. Bon, malheureusement, malgré cette affiche prestigieuse, les cutscenes de Privateer 2 restent gentiment kitsch. Nuke Rios Examiner, on veut l'interviewer au sujet du Canera et du crash. Son médecin doit d'abord vérifier. C'est vérifié, abruti. Je vais te dire un truc. Je crois que je vais me reconvertir dans le journalisme, là. Le titre de Privateer 2 ne mentionne plus Wing Commander, témoignant de la volonté d'Origin de scinder les deux franchises. The Darkening ne contient donc plus de lien direct avec Wing Commander, même s'il se déroule toujours dans le même univers, un siècle après la guerre entre la Confédération et les Kilrathi. Le joueur incarne Ser Lev Harris, seul survivant du crash du vaisseau Canera. Amnésique et ne trouvant nulle trace de son existence au-delà des 2 semaines précédant le crash, Ser Harris se retrouve également traqué par tout un tas de gens armés et dangereux. Il va devoir devenir un privateer pour mener l'enquête et tirer cette affaire au clair. Avec un scénario intéressant et un gameplay toujours aussi riche et prenant, Privateer 2 s'avérera à nouveau une belle réussite.
Même si le jeu offre un poil moins de liberté que son prédécesseur, les planètes à visiter et missions proposées sont encore une fois très nombreuses. Signe de l'évolution du jeu sur ordinateur en général, il est désormais impossible de jouer uniquement au clavier. Le combo clavier-souris devient donc obligatoire. Origin commença à réfléchir à un éventuel Privateer 3, mais le projet n'aboutit jamais. Chris Roberts quitta la société pour fonder Digital Anvil, un nouveau studio qui en 2003 réalisera Freelancer, souvent considéré comme l'héritier spirituel de la série Privateer. Il existe également de nombreux remakes de Privateer réalisés par des fans, comme par exemple Privateer Gemini Gold. Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, voilà, c'est la fin de 100% de l'embarras, qui me décomplexe d'autant plus, qui est venu le moment que je préfère dans le 100%, non pas le moment bien évidemment de rentrer chez moi pour prendre un bon goûter, voire un 4 heures, une collation, un dîner, un déjeuner, et plus si affinité, hein, mais bien le moment de vous faire des bisous. Des gros bisous à tous, plein d'amour, plein de cœur, plein de chamallow, plein de cholestérol aussi, parce que, oh là là, si vous saviez la tuyauterie. Mais des gros bisous, à bientôt. 今僕はどうすりゃいい君はも